Quand on parle des Mayas et des Aztèques, beaucoup de gens imaginent deux empires rivaux, se disputant le même monde, à la même époque, comme si l'un avait simplement été la version plus avancée de l'autre. Mais cette comparaison part déjà sur une base erronée. Les Mayas ont calculé des cycles astronomiques avec une précision impressionnante, ont développé une écriture capable d'enregistrer l'histoire, la politique et la religion, et ont créé un système mathématique doté du concept de zéro des siècles avant que ce savoir ne devienne courant en Europe. Les Aztèques, quant à eux, ont construit l'une des plus grandes villes de la planète en plein lac, avec des aqueducs, des canaux, des marchés gigantesques, une agriculture artificielle et une machine militaire capable de soumettre des centaines de villes en moins d'un siècle. Alors la question n'est pas seulement qui fut le plus avancé. La vraie question est bien plus intéressante. Avancé en quoi? Car si l'on mesure le savoir, le temps, l'écriture et les mathématiques, la réponse semble pointer vers les Mayas. Mais si l'on mesure l'ingénierie urbaine, la puissance militaire, l'organisation politique et la capacité à administrer un empire, les Aztèques deviennent presque imbattables. Et c'est exactement là que cette histoire devient fascinante. Deux civilisations monumentales, le même continent, des défis semblables, des solutions complètement différentes. L'une a transformé le temps en science, l'autre a transformé un lac en capitale impériale, et à la fin, toutes deux ont laissé une question qui trouble encore les historiens. Laquelle est réellement allée le plus loin? Pour comprendre cette différence, il faut revenir aux origines. Les Mayas ont prospéré dans les régions qui correspondent aujourd'hui au Guatemala, au Belize, au sud du Mexique, à des parties du Honduras et du Salvador. Leur civilisation a connu une longue durée, avec des racines profondes dans la période préclassique, un grand apogée durant la période classique, entre environ le 3e et le 9e siècle de notre ère, et de nouvelles formes politiques durant la période post-classique. L'organisation maya était décentralisée. Il n'existait pas un seul empereur contrôlant tout le territoire. Le monde maya était formé de plusieurs cités-États indépendantes, chacune avec sa propre dynastie, ses propres conflits, ses propres temples et sa propre stratégie de pouvoir. Tikal, Calakmul, Palenque, Copan et d'autres villes se disputaient prestige, alliance et influence. Ce qui unissait les Mayas n'était pas un État unique, mais une base culturelle partagée, des langues apparentées, des traditions religieuses, des systèmes d'écriture, des calendriers, une architecture monumentale et une vision du monde profondément liée au temps, au cycle de la nature et aux dieux. Les Aztèques ont suivi un autre chemin. Plus précisément, quand on parle d'Aztèques dans ce contexte, on parle surtout des Mexicas, le peuple qui a fondé Tenochtitlan. Selon la tradition, ils ont érigé leur capitale sur une île du lac Texcoco, après avoir vu un aigle posé sur un cactus. La fondation est généralement située en 1325. En moins de 2 siècles, cette île marécageuse s'est transformée en centre de l'un des empires les plus puissants des Amériques. La puissance mexica a gagné en force surtout après la formation de la Triple Alliance en 1428, réunissant Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. À partir de là, Tenochtitlan a commencé à concentrer pouvoir militaire, tribus, commerce et influence politique à une échelle impressionnante. En astronomie, les Mayas comptent parmi les peuples les plus sophistiqués de l'Amérique précolombienne. Ils ont développé des calendriers complexes et hautement structurés. Le Tzolk'in, de 260 jours, était utilisé à des fins rituelles et divinatoires. Le Hab, de 365 jours, était lié au cycle solaire. La combinaison de ces deux calendriers formait ce qu'on appelle la roue calendaire, qui se répétait tous les 52 ans. De plus, les Mayas utilisaient le compte long, un système capable d'enregistrer des dates à des échelles bien plus grandes que le cycle de 52 ans. Ce système permettait de graver des dates historiques sur des monuments, mais aussi d'organiser des périodes mythiques extrêmement longues, associées à la création du monde et au cycle du temps. Les astronomes mayas ont observé le mouvement de Vénus avec une grande attention. Dans le codex de Dresde,
l'un des rares livres mayas préservés, on trouve des tables consacrées au cycle de Vénus, organisées autour d'une période de 584 jours et de cycles plus grands de 104 ans. Ce n'était pas seulement de la science au sens moderne. Pour les Mayas, les mouvements célestes avaient une signification religieuse, politique et rituelle. Ils ont également produit des tables liées aux éclipses solaires et lunaires. Ces tables ne doivent pas être comprises comme des prévisions modernes, avec cartes et horaires exacts, mais elles montrent que les Mayas reconnaissaient des motifs astronomiques et parvenaient à calculer des périodes de risque d'éclipse avec une régularité impressionnante. Les Aztèques possédaient eux aussi des calendriers importants. Le Tonalpohualli, de 260 jours, et le Xiuhpohualli, de 365 jours, organisaient les rituels, les fêtes, l'agriculture et les décisions politiques. Mais dans le domaine de l'abstraction astronomique et mathématique, le système maya était plus sophistiqué. Les Aztèques ont hérité et adapté des traditions mésoaméricaines antérieures, mais n'ont pas développé un système comparable à l'écriture mathématique et calendaire maya. La célèbre pierre du soleil, souvent appelée calendrier aztèque, en est un excellent exemple. Elle contient des symboles calendaires, mais ce n'était pas un calendrier d'usage pratique comme un outil de comptage quotidien. C'était avant tout un monument cosmologique. Elle exprimait la vision mexica des ères de l'univers, des fameux 5 soleils, et de la nécessité de nourrir le cosmos par des rituels et des sacrifices. Dans l'écriture, la différence est également profonde. Les Mayas ont créé le système d'écriture le plus développé des Amériques précolombiennes. C'était une écriture logosyllabique, combinant des signes capables de représenter des mots entiers avec des signes représentant des sons. Cela permettait d'enregistrer des noms, des titres, des lignées, des événements politiques, des dates, des rituels et des récits complexes. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que les glyphes mayas n'étaient autres que des symboles religieux ou pictographiques. Cette vision a commencé à changer de façon décisive au XXe siècle, notamment avec les travaux de Yuri Knorozov, qui a démontré que l'écriture maya possédait une forte composante phonétique. Dès lors, l'histoire maya a cessé d'être vue uniquement à travers les ruines et a commencé à être lue à partir des inscriptions mêmes laissées par ses souverains. Ce déchiffrement a révélé une réalité moins romantique et beaucoup plus humaine. Les Mayas n'étaient pas seulement des prêtres contemplatifs observant les étoiles. C'étaient aussi des rois guerriers, des diplomates, des stratèges et des rivaux politiques. Leurs villes formaient des alliances, rompaient des accords, capturaient des souverains ennemis et gravaient leurs victoires militaires dans la pierre. Les Aztèques utilisaient un autre type d'enregistrement. Leur codex combinait images, symboles, cartes, listes de tribus, calendriers et registres historiques. Ce système était extrêmement utile pour l'administration et la mémoire politique, mais ne possédait pas le même degré de phonétisation que l'écriture maya. Une grande partie du contenu dépendait de l'interprétation de spécialistes et de la tradition orale. Cela ne signifie pas que les Aztèques étaient intellectuellement inférieurs. Cela signifie que leur écriture fonctionnait autrement. Elle était efficace pour un état tributaire et pour la préservation de récits visuels, mais avait une capacité moindre à enregistrer la langue parlée avec la précision atteinte par les Mayas. En mathématiques, les Mayas se distinguent également. Ils ont développé un système numérique positionnel en base 20 et utilisaient un symbole pour le 0, généralement représenté par un coquillage. Ce fut une innovation extraordinaire. Le 0 fonctionnait comme marqueur de position et permettait d'organiser les nombres de façon bien plus flexible qu'un système purement additif. Cette structure était essentielle pour le compte long et pour des calculs calendaires complexes. Grâce à elle, les Mayas pouvaient enregistrer des dates lointaines, combiner différents cycles et travailler avec des unités de temps allant bien au-delà de l'expérience quotidienne. Les Aztèques utilisaient eux aussi les mathématiques, principalement pour la comptabilité, les tribus, les mesures, les marchés, la construction et l'ingénierie hydraulique. Mais leur système numérique était plus additif et administratif. D'après les preuves connues à ce jour,
ils n'ont pas développé de concept de zéro comparable à celui des Mayas. Quand on en arrive à l'ingénierie urbaine, la comparaison change. Ici, les Aztèques ont atteint un niveau impressionnant. Tenochtitlan fut l'une des plus grandes villes des Amériques au début du XVIe siècle et l'une des grandes villes du monde de son époque. Les estimations de population varient, mais la ville et sa voisine, Tlatelolco, réunissaient probablement des centaines de milliers d'habitants, ou du moins une population comparable à celle de nombreuses grandes villes du Vieux Monde. Le plus impressionnant est l'endroit où cette ville fut construite, au milieu d'un lac. Tenochtitlan était relié au continent par de grandes chaussées surélevées, possédait des canaux, des ponts, des quartiers organisés, des temples monumentaux, des palais, des marchés et des zones agricoles artificielles. Ce n'était pas seulement une grande ville, c'était une ville adaptée à un environnement aquatique difficile. L'approvisionnement en eau potable provenait des sources de Chapultepec, par le biais d'aqueducs. Dans une phase plus avancée, le système comptait des canaux parallèles permettant un entretien sans interrompre totalement l'approvisionnement. Pour une ville construite sur un lac saumâtre, c'était une solution d'ingénierie remarquable. Les marchés impressionnèrent également les Espagnols. Le grand marché de Tlatelolco réunissait une immense diversité de produits, de commerçants, de juges, de contrôleurs et de règles de fonctionnement. Hernán Cortés et d'autres chroniqueurs décrivirent ce marché avec admiration, non seulement pour sa taille, mais aussi pour son ordre et la variété de ses marchandises. Les Mayas ont eux aussi construit des villes monumentales. Tikal, Calakmul, Palenque, Copán et Chichén Itzá sont des exemples de centres urbains, politiques et cérémoniels d'une importance immense. Tikal a peut-être atteint une population très importante pour les standards de la région, et ses pyramides restent parmi les constructions les plus impressionnantes de Mésoamérique. Mais les villes mayas fonctionnaient différemment. Elles étaient moins centralisées dans un système impérial unique et davantage liées à des réseaux de cités-États. Beaucoup possédaient une vaste zone dispersée, avec des quartiers résidentiels étalés, des champs agricoles, des réservoirs et des centres cérémoniels. Leur urbanisation était monumentale, mais ne suivait pas le même modèle de densité et de contrôle central que celui observé à Tenochtitlan. Dans l'agriculture, les Aztèques se distinguèrent avec les Chinampas. Ces zones de culture étaient créées en milieu lacustre par l'accumulation de boue, de végétation et de matière organique, formant des champs fertiles entourés de canaux. Des arbres comme les aouéjotes aidaient à fixer les rives et à protéger la structure. Les Chinampas pouvaient être extrêmement productives. L'irrigation constante, la fertilité du sol et la possibilité de rotation permettaient plusieurs récoltes par an, atteignant dans certains cas des chiffres très élevés. Ce système contribua à soutenir la population de Tenochtitlan et à approvisionner une capitale qui dépendait d'un immense flux de nourriture. Mais l'empire aztèque ne vivait pas seulement des Chinampas, il dépendait aussi des tribus versées par les peuples soumis. Cacao, coton, couverture, plumes de quetzal, jade, obsidienne, caoutchouc, aliments et autres produits affluaient vers la capitale par un réseau tributaire rigide. Les Mayas, quant à eux, développèrent des solutions agricoles adaptées à différents environnements. Ils construisirent des terrasses dans les zones montagneuses, des champs surélevés dans les régions inondables, des réservoirs, des canaux et des systèmes de drainage. Dans des villes comme Palenque, l'ingénierie hydraulique révèle une grande maîtrise du contrôle de l'eau. La différence est que l'agriculture maya était plus régionalisée. Chaque ville devait adapter ses techniques à son environnement local. Les Aztèques, en particulier dans le bassin du Mexique, réussirent à articuler agriculture intensive, marchés urbains et tribus impériaux à une échelle politique très concentrée. Sur le plan militaire, les Aztèques furent plus clairement impériaux. Leur puissance s'accrut rapidement après la Triple Alliance. Tenochtitlan devint dominante et commença à imposer des tribus à de nombreuses villes et provinces.
L'objectif n'était pas toujours d'occuper directement tous les territoires, mais de contrôler politiquement, d'exiger des paiements et de garantir l'obéissance. L'armée mexica avait une organisation sociale et symbolique forte. Les guerriers pouvaient gagner en prestige en capturant des ennemis, et des ordres militaires comme les guerriers aigles et les guerriers jaguars occupaient une position de premier plan. La guerre était un instrument politique, économique et religieux. Chez les Aztèques, capturer des prisonniers avait une importance immense, car de nombreux rituels dépendaient des captifs. Les fameuses guerres fleuries furent des conflits ritualisés dans lesquels la capture d'ennemis pouvait être plus importante que la destruction totale de l'adversaire. Mais il serait erroné d'imaginer que toute guerre aztèque n'était que rituelle. De nombreuses campagnes avaient des objectifs politiques, stratégiques et tributaires bien concrets. Les Mayas aussi guerroyaient, et beaucoup. Le déchiffrement des inscriptions a montré que les conflits entre cités-États étaient assez fréquents. Des rois étaient capturés, des dynasties renversées, des alliances nouées, puis rompues. Certaines villes furent incendiées, pillées ou politiquement neutralisées. Malgré cela, les Mayas ne construisirent jamais un empire unifié semblable à celui des Aztèques. Aucune ville maya ne parvint à soumettre de façon permanente l'ensemble du monde maya sous une administration centrale. Sous cet aspect, les Aztèques furent un peu plus avancés en matière d'organisation impériale, tributaire et militaire. La religion occupait le centre des deux civilisations. Il n'existait pas de séparation claire entre politique, astronomie, agriculture et rituel. Le temps était sacré. Les calendriers déterminaient les cérémonies, les cycles agricoles, les périodes de guerre, les intronisations et les fêtes religieuses. Chez les Aztèques, le sacrifice humain atteignit une échelle institutionnelle très marquante. Selon leur cosmologie, les dieux s'étaient sacrifiés pour créer et mettre en mouvement le soleil. Les êtres humains avaient donc l'obligation de nourrir l'univers de sang et d'offrandes. Le maintien de l'ordre cosmique dépendait du rituel. Lors de la dédicace d'un agrandissement du Templo Mayor en 1487, des sources postérieures à la conquête mentionnèrent des nombres énormes de victimes. Aujourd'hui, de nombreux historiens considèrent ces chiffres exagérés, que ce soit par propagande politique mexicaine ou par interprétation espagnole ultérieure. Malgré tout, le consensus veut que le sacrifice humain ait été une pratique centrale et publique dans le monde aztèque. Les Mayas pratiquaient eux aussi des sacrifices humains, mais leur système rituel présentait des caractéristiques différentes. L'autosacrifice occupait un rôle très important. Rois et élites perforaient certaines parties de leur propre corps, comme la langue, les oreilles ou les organes génitaux, pour offrir du sang aux dieux et aux ancêtres. Ce sang était plus qu'une offrande, c'était une forme de légitimation du pouvoir. Le souverain démontrait qu'il pouvait communiquer avec des forces surnaturelles et qu'il acceptait de souffrir au nom de l'ordre cosmique et de la continuité de son peuple. Le fameux effondrement maya de la période classique s'est produit principalement entre le 9e et le 10e siècle, mais il ne marqua pas la fin de tous les Mayas. Ce fut l'effondrement de nombreux centres politiques des basses terres du Sud. Il n'y eut pas une cause unique. Le processus impliqua la sécheresse, la pression démographique, la dégradation environnementale dans certaines régions, des guerres prolongées, l'affaiblissement des réseaux d'échange et une crise de légitimité des élites. Des villes comme Tikal, Copan, Quirigua et Palenque perdirent population, pouvoir politique et capacité à ériger des monuments en un intervalle relativement court. Les inscriptions datées se firent plus rares, les palais perdirent leur fonction et de nombreuses zones urbaines furent abandonnées ou transformées. Mais les Mayas ne disparurent pas. Dans le nord de la péninsule du Yucatan, des centres comme Chichén Itzá et, plus tard, Mayapan continuèrent à jouer des rôles importants. Chichén Itzá présente des influences venues du centre du Mexique, bien que les détails de cette relation soient encore débattus par les chercheurs. La civilisation maya se fragmenta, s'adapta et resta vivante sous de nouvelles formes.
Les Aztèques ne connurent pas d'effondrement interne de longue durée comparable avant l'arrivée des Espagnols, mais leur empire portait des tensions profondes. De nombreux peuples soumis payaient de lourds tributs et nourrissaient du ressentiment envers Tenochtitlan. Les Tlaxcaltèques, en particulier, résistèrent à la domination mexica et devinrent des ennemis stratégiques des Aztèques. Quand Hernán Cortés arriva au Mexique en 1519, il trouva ces rivalités déjà existantes. La conquête espagnole ne fut pas simplement la victoire de quelques Européens contre un empire tout entier. Elle ne devint possible qu'en raison d'alliances indigènes, de maladies dévastatrices, d'armes et de chevaux européens, de disputes internes et de décisions politiques prises par différents peuples mésoaméricains. Sans des dizaines de milliers d'alliés indigènes, en particulier Tlaxcaltèques, la chute de Tenochtitlan n'aurait sans doute pas eu lieu de la même manière. Après un siège brutal en 1521, la capitale mexica tomba. La ville qui avait impressionné les Espagnols par sa beauté, son échelle et son organisation fut détruite, et sur ses ruines commença à s'élever la Mexico coloniale. Alors, quelle civilisation fut la plus avancée? La réponse dépend du critère. En écriture, en mathématiques, en astronomie et en abstraction calendaire, les Mayas furent des supérieurs. Leur système intellectuel était plus ancien, plus complexe et plus capable d'enregistrer le langage, les dates et les cycles du temps avec une précision extraordinaire. En ingénierie urbaine, en centralisation politique, en administration tributaire et en construction d'un empire militaire, les Aztèques furent plus impressionnants. Tenochtitlan fut une réalisation urbaine gigantesque et la machine étatique mexica réussit à concentrer pouvoir, ressources et tribus à une échelle que les Mayas ne parvinrent jamais à unifier. Les Mayas furent une civilisation de longue durée, marquée par le savoir, l'écriture et des cités-États rivales. Les Aztèques furent une puissance impériale rapide, urbaine, militarisée et administrative. Un peuple pensa le temps à des échelles monumentales. L'autre transforma une île en capitale d'un empire. Mais quelque chose rapproche ces deux histoires. Toutes deux furent profondément affectées par la conquête européenne. Dans le cas des Aztèques, le coup fut rapide et dévastateur. Dans le cas des Mayas, la résistance se poursuivit bien plus longtemps, jusqu'à la chute du dernier royaume maya indépendant, à Nogpeten, en 1697. Ce qui nous est parvenu n'est qu'une partie de ce qui a existé. De nombreux codex furent détruits, de nombreux temples furent démantelés, de nombreuses villes furent ensevelies par la forêt ou par l'urbanisation moderne. En 1562, à Mani, le frère Diego de Landa ordonna la destruction par le feu de livres mayas et d'objets religieux. Seuls quelques rares codex mayas précolombiens survécurent. Chez les Aztèques, certains registres furent préservés ou recopiés durant la période coloniale, souvent avec la participation de scribes indigènes et de missionnaires. Le Codex de Florence, associé au travail de Bernardino de Sahagún, devint l'une des sources les plus importantes pour comprendre la société mexica, sa religion, sa langue et sa vie quotidienne. L'architecture survécut elle aussi de manière différente. À Tenochtitlan, le Templo Mayor fut en grande partie détruit et la ville coloniale se développa sur les ruines mexica. Dans le monde maya, de nombreuses pyramides restèrent cachées par la forêt pendant des siècles, ce qui contribua à préserver une partie de leur structure. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les Mayas et les Aztèques, nous ne sommes pas face à une simple querelle pour savoir qui fut le meilleur ou le pire. Nous sommes face à deux réponses extraordinaires au défi d'organiser la vie humaine à grande échelle. Les Mayas nous ont laissé l'une des traditions intellectuelles les plus sophistiquées des Amériques. Les Aztèques nous ont laissé l'un des exemples les plus impressionnants d'urbanisme et de pouvoir impérial du monde précolombien. La véritable différence entre eux ne réside pas dans le fait de dire qu'un peuple était avancé et l'autre non. Elle réside dans le fait de comprendre que chacun fut avancé à sa manière propre. Les Mayas dominèrent le temps, les cycles et l'écriture. Les Aztèques dominèrent la ville, le tribut et le pouvoir.
Et c'est peut-être pour cela que la comparaison reste si fascinante. Car, en regardant ces deux civilisations, nous comprenons que l'histoire n'avance pas dans une seule direction. Elle crée des chemins différents. Et, parfois, deux peuples séparés par le temps, la politique et la géographie parviennent à atteindre des formes également monumentales de grandeur.